Kal Kadosh, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un privilège d'être ce soir à Créteil, veille de vacances, pour essayer de préparer au mieux un moment qui selon nos sages, n'est pas considéré comme un moment blanc ou un moment vide, mais c'est tout simplement un moment qui est là pour reprendre des forces, pour pouvoir être à la rentrée en pleine forme. Et si on veut être en pleine forme, mens sana in corpora sana, alors il faut que notre corps soit en adéquation avec notre esprit et que l'on puisse revenir également sans dégâts spirituels. Et c'est le but des vacances, de ce Ben Hazmanim, de ce moment où on est entre deux temps, un moment où on va pouvoir se retrouver en famille, faire autre chose que ce qu'on fait durant l'année, mais bien sûr dans le respect de la halakha. Alors, on a vu dans la paracha de cette semaine comme quoi Shlomo HaMelech a dit Erkema ve'irechoka mimeni. La paradouma, c'est un mystère. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une chose peut être si paradoxale, rendre purs les impurs et rendre impurs les purs. Comment est-ce que le même objet, la même chose peut servir de cherev pipiot, avoir une double fonction aussi contradictoire? Cela reste difficile à comprendre. Et Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus sage du monde, a dit Erkema ve'irechoka mimeni. J'ai de la sagesse, j'ai compris beaucoup de choses, mais là, ça me dépasse. La Gemara dans Kiddushin Daf Lamed Aleph raconte une histoire bien connue concernant Kibud Avem, le devoir filial. Et il dit Adechan Kibud Avem, jusqu'à où doit aller le Kibud Avem, le devoir filial? Et la Gemara dit regarde cet homme qui n'était pas de confession israélite, qui habitait en Eretz Israël, et lorsque les Chachmei Israël sont venus chez lui et ont voulu acheter la pierre du pectoral pour le grand prêtre qui leur était manquante, et Chachmei Israël sont venus et lui ont proposé 600 000 pièces, Shishim Ribo, et il a dit non, je suis désolé, je ne peux pas vous vendre. Il y a une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi. Est-ce que c'est la clé qui se trouvait sous l'oreiller de son père ou le coffre-fort lui-même se trouvait sous l'oreiller de son père? En tous les cas, il a dit je ne réveille pas mon père pour pouvoir vous vendre cette affaire. Et lorsqu'on parle de vacances, vous savez que les vacances, ça a un coût. Pourquoi on parle de Dama Benetina? Parce que Dama Benetina, il a été prêt à renoncer à une grosse somme d'argent. On peut s'imaginer ce qu'on peut faire avec cette grosse somme d'argent. Et Chachamim nous disent quel a été son schar, c'est que le Shana Acheret, l'année suivante, il a eu une para adouma, une vache rousse qui est née dans son troupeau. Quel est le rapport? On en reviendra. Mais en tout cas, il a eu une para adouma, une vache rousse, sur laquelle Shlomo HaMelech a dit, j'y comprends rien. Lorsque on parle de Kibud Avem, du devoir filial, Ravaï Gaon, il vient, il nous dit, même les Noachides doivent respecter leurs parents selon les 7 lois Noachides. Pourquoi? Parce que Kol mitzvah de itab uvtena de liba, quelque chose qui est universellement comprise et qui peut être compris par tout le monde et qui est évident, et bien même les Noachides doivent le faire. Donc, Dama Benetina, il n'a fait que son devoir. Il a respecté son père, on l'amène comme exemple, mais en fait, il n'a fait que ce qu'il devait faire. Pourquoi est-ce qu'il a eu une paradouma, une vache rousse? C'est pour nous dire, dit le Admour de Kotsk, que, en fait, on va au paradoxe. Kibud Avem, c'est quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait compréhensible. Paradouma, c'est
totalement incompréhensible. Parce qu'il a fait une mitzvah qui est totalement compréhensible, on le remercie, on lui donne le srar par une mitzvah totalement incompréhensible. Para Adouma. Mais lorsque on regarde un peu plus loin, on se rend compte qu'il a dit donnez-moi l'argent que j'ai perdu. Et là, on se dit mais comment est-ce qu'un homme parle d'une manière pareille? On ne perd pas de l'argent pour des mitzvot. On gagne des mitzvot peut-être avec un effort énorme, mais comment est-ce qu'il peut dire donnez-moi l'argent que j'ai perdu l'année dernière à cause du kibbutz avem que j'ai fait? Et lorsqu'on réfléchit un peu plus loin, et c'est le Aruch HaShulchan qui dit comme ça, en fait, Dama ben Netina n'a pas respecté la halacha. Parce que ses parents, qui travaillaient dur, ils voulaient également aller en vacances. Et il aurait dû réveiller ses parents, son père, et avec les 600 000 pièces, il aurait pu aller au club méditerranéen, faire un tour du monde, et il aurait remercié son fils. Donc la halakha, c'est qu'il faut réveiller son père. S'il y a une telle affaire qui se présente, on réveille son père. Si je sais que mon père, il va aller tous les matins à la synagogue pour être parmi le minyan, et je vois qu'il est encore en train de ronfler, j'ai non seulement le droit, mais le devoir de le réveiller. Parce que notre Torah, c'est la paradouma. On n'a rien compris, mais on sait en tous les cas que c'est metaer et atmeim metamet atorim. On ne vient pas poser un axiome, un dogme, on ne réveille pas son père. Là est toute la différence. Cette personne qui n'avait pas la Torah, elle dit, si je dois respecter mon père, il faut que j'aille jusqu'au bout. Dans la Torah, on vient et on me dit, non. Yesh machilo pesioni veyoresh genam vyesh matrino berechaim venochel olam haba. Il y a un père et un fils. Et le fils qui va donner des oies gavées à son père ira en enfer. Et le fils qui ira faire travailler durement son père au moulin ira au olam haba. Il dit la Gemara, de quoi s'agit-il? Il dit tout simplement, c'est un père qui ne peut plus faire les courses lui-même et qui demande à son fils de le servir. Et vous savez, Kiboud Michel Av, la halakha dit, tu dois servir ton père, mais tu peux lui demander la facture de ce que tu as acheté pour lui, parce que tu dois le respecter, mais c'est à lui de payer sa propre nourriture. Dit la Gemara, yesh machilo pesioni. Moi, je viens chez mon père et je lui donne des oies gavées, donc le top, veyoresh gehenam, et je vais en enfer parce que j'ai eu un comportement pareil. Comment est-ce possible? C'est tout simplement que son père connaît les finances de son fils et il lui dit, mais comment tu fais? Tu as volé la Banque de France? Et le fils, il répond à son père, il dit, écoute, mastique et tais-toi. T'arrives à manger? Tant mieux. Il a parlé de manière irrespectueuse avec son père et il lui a montré un irrespect et par son comportement et par sa manière de s'adresser à lui. Viesh matrino berechaim, et il y a un père qui reçoit un ordre de l'armée de se rendre à l'armée sur le front. Et le fils, il dit, écoute papa, c'est dangereux, c'est difficile, je préfère que tu restes à la maison. Moi, je vais au front à ta place. Mais il faut quand même faire tourner le moulin. Il faut quand même faire travailler. Donc, tous les matins, à 6 heures, je vais te voir au moulin. Parce que je ne veux pas qu'on n'ait pas de quoi nourrir notre famille. Matrino berechaim venochel olam haba. Un homme, donc, il va nourrir son père d'une telle manière, venochel olam haba, et grâce à ça, il ira au olam haba, bien que c'est difficile pour son père. Cela veut dire que dans la Torah, il n'y a pas de noir et blanc. Il n'y a pas celui qui va amener tous les jours des oies gavées, pour sûr, est un tzaddik. Et il n'y a pas quelqu'un qui va faire travailler son père durement, et qui ne sera pas récompensé pour cette chose-là. Et la Gemara, elle va encore plus loin.
Elle dit que dans le conflit des générations, Ana kechala ben Khamra. Moi, je suis vinaigre, fils de vin. Et pourquoi je suis vinaigre? Pourquoi cet homme, ce, cet Amora, s'est considéré comme vinaigre, fils de vin? Il a dit parce que mon père, il attendait 24 heures entre la consommation de la viande et du lait. Et alors que moi, je n'attends pas 24 heures. Si le fils, il sentait que c'est tellement grave de manger de la viande et du lait dans les mêmes 24 heures, je suis sûr qu'il n'y a pas besoin d'être un chef comme Bocuse ou quelqu'un d'autre pour faire un programme durant la semaine pour pouvoir avoir un délai de carence de 24 heures entre les repas viande et lait. C'est pas très difficile. Il peut faire un repas de viande, ensuite le soir il fait encore une autre viande ou du poisson. Le lendemain matin, il fait un petit déjeuner avec du thé et à la place du beurre, il met un autre substitut. Il prend de la tapenade et une tranche de pamplemousse. Il n'est pas obligé de prendre un petit déjeuner français. Il peut aussi agrémenter son repas différemment. S'il pense que c'est tellement grave, Anak, Khala ben Khamra, moi je suis vinaigre, fils de vin, il n'a qu'à se faire un programme adéquat. Dire à Chaim Shmulevitz, ça n'existe pas une chose pareille. Lui, il dit, moi je suis un vinaigre, fils de vin, parce que je sens que mon père, quand la Torah, elle a dit, Lot vachel gdib chalavimo, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Mon père, suite à la lecture de cette mitzvah, il sentait une répulsion naturelle entre la viande et le lait qui faisait que pendant 24 heures, il ne pouvait pas consommer de lait. Il était devenu allergique durant 24 heures à un produit lacté. Il a dit, moi, je pourrais le manger tout de suite. Je ne ressens pas les mitzvot d'une telle manière. Et c'est pourquoi je me considère comme vinaigre, fils de vin. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas refait la même chose que son père? Parce que ça ne sert à rien de normachen. Ça ne sert à rien d'être un perroquet, de refaire les mitzvot comme l'autre. Lorsqu'on parle de cacheroute, les gens viennent et ils vous disent, moi je veux le top. Moi je veux être au meilleur niveau. C'est vrai, c'est bien. Mais la cacheroute, ce n'est pas une partie qui doit être exclue du reste du comportement. Il faut faire quelque chose qui est en adéquation avec notre comportement. On ne peut pas, dans la cacheroute elle-même, prendre soi-même des produits qui sont controversés au long de l'histoire et pour nos propres enfants, leur interdire toutes sortes de friandises et de gourmandises sous prétexte qu'il y a des avis dans un sens et dans l'autre. En effet, nous devons être conséquents et c'est un des principes de l'éducation, nous devons être conséquents dans notre comportement. On ne peut pas... Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, j'ai frappé ma belle-mère parce qu'elle n'avait pas le bon Hercher. J'ai dit, tu as frappé ta belle-mère parce que tu as des midot raot, parce que tu as un mauvais caractère. Rien à voir avec la cacheroute ou pas la cacheroute, ça aurait pu être un autre prétexte, d'accord? Donc ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Moi, j'ai vu de mes propres yeux Rav Shlomo Zalman Auerbach, mon maître, qui, le Shabbat matin, il est sorti de la synagogue et il a dit, écoute, Eliezer, donc à moi, je vais aller chez ma voisine. C'est pas des gens très pratiquants. Ils font un kiddush ce Shabbat. Toi, tu n'es pas obligé de manger. Tu n'es pas son voisin. Il est allé, il s'est servi, il a mangé là-bas. D'accord? On parle de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il sait que c'est sa voisine. On doit avoir des relations avec nos voisins. Alors, il ne frappe pas sa belle-mère, mais au contraire, il la respecte. Non seulement il la respecte, mais Rav Shlomo Zalman Auerbach, lorsque sa belle-mère est restée vivre chez lui après la mort de son épouse, donc puisque sa belle-mère qui avait 96 ans a perdu sa fille de 70 ans, au bout de 30 jours, lorsque
elle pleurait tous les soirs, sa fille. Rav Shlomo Zalman Auerbach est allé vers elle et il lui a dit, écoute, c'est notre émouna, c'est notre foi. Si Akadosh Baruch Hu a pris ta fille à cet âge-là, c'était sa volonté. Et au bout de 30 jours, il faut s'arrêter de pleurer. Et elle s'est arrêtée de pleurer. Ça, c'est la relation qu'on doit avoir avec une belle-mère. Et tout le reste n'est que zilgmor, n'est que détail. Alors, lorsque on vient et on parle de vacances, les vacances, c'est justement le moment où la famille se retrouve. C'est le moment où il y a des différences entre chacun dans la famille. Et on vient et on nous dit, Chazal nous dit que l'essentiel dans l'allumage d'une maison, c'est Ner Ishu Beto, qui est une seule flamme pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un consensus général autour d'une ligne directrice. Vers Mahadrin, mais si on veut être encore mieux, alors Mosif Voler, chaque jour on va faire mieux. On va allumer une bougie de plus. Va Mahadrin mina Mahadrin. Et si on veut être encore plus, alors ner le kol echad vechad. On saura allumer une lumière pour chacun. Une lumière qui éclairera peut-être différemment. Et ça, c'est le Mahadrin mina Mahadrin. Alors quand on vous demande, est-ce qu'il y a Kacher, est-ce qu'il y a Kacher le Mahadrin, est-ce qu'il y a Kacher le Mahadrin mina Mahadrin, qu'est-ce que c'est le Mahadrin mina Mahadrin? C'est de respecter l'individu dans son progrès qui est différent à l'intérieur de la même maison. Alors il y a une marloquette, le Rambam et les autres Rishonim, est-ce qu'il faut le mettre sur le même candélabre ou il faut des candélabres différents? Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Mahadrin mina Mahadrin, c'est le respect de l'individu, le respect de tout un chacun, même s'il se conjugue différemment, même s'il n'est pas prêt à faire toutes les chumrot que l'autre veut faire. Il y a un jour, Reb Chaim Friedlander a raconté, c'était l'élève de Rav Dessler, il était mashgiach lui-même ensuite à Ponovitch, et il a dit que sa fille, elle est venue, elle a dit, tu sais, ma copine, elle m'a dit, chez nous, on coupe l'arrivée d'eau le Shabbat et on n'utilise que de l'eau qui a été puisée avant Shabbat parce qu'il y a un système électrique, il y a un risque de profaner Shabbat. Et Reb Chaim Friedlander, il a dit, tu sais, ça fait 20 ans qu'on fait la même chose. Mais il n'a jamais raconté à sa fille. Il n'y a pas besoin de se vanter de ses chumrot. Les chumrot, c'est un choix personnel. C'est pas pour dire, ah, moi, je suis super cachère. D'accord? Donc, il y a dans la Torah un principe qui s'appelle Acharei Rabim Lahatot. Il faut suivre la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire suivre la majorité? C'est une loi. Acharei Rabim Lahatot, cela veut dire que si j'ai la majorité de glycérine dans le monde qui est d'origine végétale, selon la halacha, la glycérine est cachère. Si j'ai 51% de glycérine dans le monde d'origine végétale, selon le principe de Rov, je dois suivre la majorité. Et le Sefer Achinour nous dit que la cacheroute, c'est justement pour avoir un corps, une âme sainte dans un corps saint. Et les poskim me demandent, mais alors comment est-ce possible si je suis la majorité? Alors est-ce que, et si j'ai mangé de la glycérine d'origine animale parce que je suis tombé sur le miout, ou alors s'il y a eu un mélange de 2 morceaux de viande cachère et un morceau de viande non cachère, et que c'est Batel Borov, et que la Torah m'a dit, tu suis la majorité, tu peux consommer les 3 morceaux de viande, alors est-ce que j'ai pas consommé finalement quelque chose de non cachère? Et on me dit, non, je garde toujours un corps sain parce que j'ai suivi la halakha. C'est-à-dire que le comportement qui est demandé, c'est pas une réalité, mais la réalité, elle est fixée selon la halakha. Elle est fixée selon la halakha. Alors, comment est-ce qu'on va vérifier que quelque chose est cachère? Et c'est là que se pose la question. Est-ce que celui qui est au centre du monde, c'est lui de déterminer est-ce qu'il peut consommer ou pas ce produit-là. Et il y aura plusieurs situations
différentes dans lesquelles l'homme se trouvera. Il n'y a pas une vie linéaire où on peut dire qu'à chaque instant, on doit avoir le comportement le même. Mais il y a un ensemble de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Et c'est pourquoi, dans Vaïkra, où il est enseigné la notion de Vehivdaltem, vous devez faire la différence entre ce qui est cachère et ce qui ne l'est pas, entre une bête qui a les sabots fendus et une bête qui ne l'a pas, entre un poisson qui a des écailles et des nageoires et un poisson qui n'en a pas, jusqu'à où cette vérification et jusqu'à où cette nécessité de vérifier nous incombe. Alors, est-ce que ça suffit que j'ai une application Easy Kosher et j'approche mon iPhone devant le produit et je vois si le code barre est conforme? Alors, ça s'appelle Vehivdaltem. J'ai fait la différence entre le produit A et le produit B. Ou alors, est-ce que je dois ouvrir ma boîte de sardines et regarder est-ce qu'il y a des écailles sur chaque sardine? D'après le Rambam, en tous les cas, il faut le regarder. Et on fait même une mitzvah assez. Donc, la question, elle est, lorsqu'on me dit, tu dois vérifier, qu'est-ce que je dois vérifier? Alors, on a parlé de majorité. Vous savez que là, il y a dans le chef Shmateta, c'est rapporté la discussion suivante. Et c'est comme ça dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Yud Aleph. Teisha Chanuyot Shel Basar Kasher, il y a 9 magasins de viande cachère et un magasin de viande non cachère. Et j'ai trouvé un morceau de viande dans la rue. La halacha, elle est col de Parish, Merouba Parish. Ça vient de la majorité, donc c'est cachère. Donc je peux prendre ce morceau de viande, le frire dans ma poêle et le consommer. Ou le cuire. Ou le manger cru, un steak tartare. Mais si j'envoie une personne qui n'est pas donc une Bat Israël, et elle va dans une des boucheries, et lorsqu'elle revient sans facture, un sachet blanc où il n'y a pas d'indication, et je n'ai aucune preuve de là où elle a acheté ce morceau de viande. La halakha, c'est kol kavua que mertzal mertzadami. Les probabilités ne sont pas mathématiques, ce sont des probabilités selon la halakha, où on me dit, elle est allée dans un magasin, donc elle est allée dans un magasin soit cachère ou pas cachère, c'est 50-50. Elle n'est pas allée dans 2 magasins, donc elle est allée dans un magasin. Donc elle a pu rentrer dans le magasin cachère ou dans le magasin non cachère. Kol kavua que mertza al mertzadami. Et la question, elle est aujourd'hui, on vient et on vous dit, il y a un testeur qu'on met dans les boîtes de conserve et on peut découvrir s'il y a des résidus carnés dans cette boîte. Et c'est ce qui a été fait dans la boîte Bonduel. On a mis ce testeur et puis on s'est rendu compte qu'il y avait du jus de viande. Alors, on vérifie donc de cette manière-là et on va tout de suite revenir sur ce qui s'est passé exactement dans ce scandale-là. Mais en tous les cas, lorsqu'on parle de vérification, Col de Paris, Merouba Paris, c'est sorti de la majorité. Col Kavua que Merza al Merzadami, c'est 50-50. Si nous avons un moyen empirique de vérifier a posteriori l'origine, est-ce qu'on ne redevient pas Kavua? Est-ce qu'on ne redevient pas devant une situation de 50-50? En effet, en traçant les produits aujourd'hui, ce qui est une obligation de toute l'industrie agroalimentaire, on peut facilement remonter et lorsque j'ai dans un paquet de pâtes une pierre, on pourra retrouver 2 ans après l'origine de la semoule qui est dans ce paquet, avec laquelle on a fabriqué ces pâtes. On pourra savoir qui était sur la ligne et qui a travaillé pendant ce moment-là.
et on pourra faire remonter l'information et mener une enquête sur ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ça s'appelle que j'ai trouvé mes pâtes dans la rue, ou alors peut-être que les pâtes, même chez moi, elles s'appellent encore dans l'usine, puisque j'ai toujours le moyen de vérifier, de savoir ce qui s'est passé dans l'usine. Donc, est-ce qu'on est dans une situation de col de Paris, Merouba Paris? Est-ce que je peux suivre la majorité ou pas? Alors, je pense que dans l'affaire Bonduel, on nous a montré qu'on est dans le col de Paris, Merouba Paris, que, en fait, nous, le Kidam, on ne sait rien de ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire. C'est vrai qu'on peut remonter. C'est vrai que, comment on dit, on pourrait dire, dans le principe, on pourrait savoir, mais on ne sait rien. Et qu'est-ce que ça veut dire on ne sait rien? Parce que on n'a pas du tout la mesure des enjeux économiques que traverse une usine. Et c'est là où, lorsqu'on vous raconte des histoires et on vous dit, vous savez, dans ce produit, il y a pas toute histoire est plausible. Il ne faut pas tout croire. Mais il y a des histoires qui sont non seulement plausibles, mais qui sont la marche vers laquelle l'industrie avance. En effet, c'est ce qu'on appelle le principe de la conservation. Alors, il y a le principe de la conservation dans l'énergie, et il y a le principe de la conservation des matières premières. Lorsque vous allez en Israël, dans une usine, dans un abattoir de poulet avec l'usine qui se trouve derrière, il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle. Rien n'est jeté, tout se transforme. C'est-à-dire que on va avoir le poulet, on va l'abattre, il va être vérifié, salé, et ensuite on va prélever des schnitzels, on va prélever des parguillotes, on va faire des hauts de cuisse, des bas de cuisse, et ensuite la carcasse va être broyée, on va faire des saucisses, on va faire des sous-produits, on va faire des pâtés avec les foies, avec les estomacs, avec les reins, on va tout récupérer, d'accord? C'est ce qu'on appelle la transformation de la matière noble qui se trouve dans le produit. Avec les pâtes, vous savez, nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles faisaient avec les pâtes? Elles faisaient de la soupe. Maintenant, on ne fait plus de la soupe avec les pâtes, on les broie et on en fait des cubes pour soupe. Donc, on peut récupérer les trous notes, les caractères qu'il y a dans chaque produit pour en faire des produits dans l'agroalimentaire qui sont exactement les mêmes produits qu'autrefois, mais on les a rendus sous une certaine forme. Lorsque vous allez dans une usine d'huile d'olive à Meknes, ils vont vous dire, nous, on est 100% autonome avec notre énergie. C'est-à-dire que avec les noyaux et la peau de nos olives, on a une bio chaudière qui va récupérer donc toutes ces parties avec lesquelles on ne va pas faire de l'huile d'olive et elle va amener l'énergie pour avoir les presses pour pouvoir faire mon huile d'olive. Donc il n'y a aucune électricité, aucune énergie et au contraire, je peux peut-être produire encore de l'énergie pour d'autres produits. Donc c'est une économie. Lorsque une usine doit acheter des arômes pour ses boîtes de conserve parce que sa fève, son petit pois n'a pas beaucoup de goût. Après qu'il est passé à l'autoclave, c'est très fade. Alors il a mis du sel, mais le sel n'a pu sortir ou n'a pu donner que le goût que le produit avait au préalable. Et puis il se dit, mais ma grand-mère, comment est-ce qu'elle faisait toujours le petit pois? Elle mettait son bouillon. Et avec son bouillon, c'est vraiment des bons petits pois. Les fèves, elle mettait, lorsqu'elle avait fini son ragoût d'agneau, elle rajoutait dans les fèves, et vraiment, ça donnait quelque chose de très spécial. Et ces industriels ont dit, mais on en fait du ragoût d'agneau, on en fait du cassoulet dans notre usine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le jus. Au lieu de payer pour le fait qu'on a abîmé le milieu et en mettant donc tous ces jus de cuisson,
on va acheter une tour, un atomiseur, pour concentrer ce jus, et à un moment, ça va devenir un arôme. Un arôme, bien sûr, naturel en plus. C'est pas un arôme ni identique naturel, ni un arôme artificiel, avec les risques de santé publique qu'il peut y avoir, mais c'est un arôme naturel, un arôme noble, puisque ma grand-mère elle-même, lorsqu'elle faisait ses fèves, elle imitait toujours un peu de jus de viande. Donc on va mettre des petits pois, des fèves, des haricots, et on va écrire arôme. Et lorsque vous les interrogez, ils disent, mais il n'y a aucun scandale alimentaire, on n'a jamais dit qu'on était vegan, on n'a jamais dit qu'on était musulman, on n'a jamais dit qu'on était juif. On vous a offert des petits pois, on vous a offert des flageolets avec un arôme qui lui donne un goût extraordinaire, puisque les gens sont très contents de nos produits, on n'a que des félicitations sur nos produits. Nous comprenons aujourd'hui que nous avons quelque part froissé la communauté juive, musulmane et végane. Donc nous allons procéder dans les mois à venir à une transformation de notre process de fabrication. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir sur les rayons 2 boîtes de conserve. Une sur laquelle il y aura marqué avec la recette de nos grands-mères au jus de viande, vos petits pois. Et puis il y aura l'autre à côté, petits pois à l'étuvée pour nos jeunes filles qui veulent être fitness et rester taille fine, sans aucun ajout et sans aucun apport. D'accord? Donc les deux lignes vont exister. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'être transparent après que le scandale ait éclaté. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un scandale, oui ou non? Bon, s'agit-il d'un scandale, oui ou non? C'est pas évident. En effet, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que ce qui pour nous est gênant, ce qui pour nous est un scandale, ne l'est pas forcément pour l'industriel. Il ne va pas voir les choses d'un même œil. En effet, et je voudrais amener quelques exemples pour nous éclairer, c'est un jour j'étais au Sénégal et on avait imprimé donc des boîtes de thon et il y a marqué thon Listao. Donc il y avait 3 jours de pêche, vous savez, on préfère pêcher à la canne qu'au filet parce que avec le cause du stress du poisson, il y a du purpura, il y a un peu des taches de sang dans la chair, et donc c'est mieux de prendre du thon qui a été pêché à la canne. Ok. Donc la pêche était bonne. Lundi, mardi, mercredi, très bien. Jeudi, ils viennent et nous annoncent, monsieur le rabbin, vous avez votre vol à 5h30, on va jamais finir le 4e container si on ne prend pas de la bonite. Écoutez, on vous fait de toute façon, j'ai déjà parlé avec le commercial, on vous fera le même prix que le Listao, et c'est même un produit un peu supérieur, donc on va mettre de la bonite. Je dis, mais c'est écrit Listao sur la boîte. Ah, faut rigoler. C'est-à-dire que c'était même pas une Hava Amina, c'était même pas un scandale agroalimentaire. C'est-à-dire, c'est tari, c'est bari, c'est bon et c'est frais. Quel est le problème? Alors, lorsqu'on parle de viande de cheval ou de viande de bœuf, c'est un scandale. C'est-à-dire que c'est perçu en tous les cas par le public. Mais lorsque on vient et on leur dit, non, mais vous avez mis un poisson où il y a des écailles et un poisson où ce ne sont pas des écailles, mais ce sont des protubérances osseuses. Et on a vu dans l'encyclopédie que ce n'est pas considéré comme des écailles. Ils disent, bon, écoutez, on n'est pas ici à la yeshiva, et on est dans une usine. On a respecté, on a vérifié avec un système d'électrophorèse, on a vérifié tous les 500 kilos de chair blanche qui arrivent pour voir est-ce que c'est un produit frais, c'est un produit dans lequel il n'y a pas de présence de mercure ou d'autres éléments dangereux pour la santé publique, et c'est tout. Alors qui a écrit Colin ou Merlu ou Cabillaud, de toute façon, c'est vendu à un premier prix, donc on ne peut pas demander, je veux dire, le client ne peut pas être exigeant. Si on lui a vendu au prix du Colin d'Alaska,
un cabillaud. On est bien d'accord. Donc, souvent, il n'y a pas de nafkamina. Souvent, il n'y a pas de différence parce que les deux produits sont cachers. Mais ça peut arriver qu'un produit est totalement cacher et l'autre ne l'est pas. Selon la halakha, on peut s'appuyer sur kfeila armelae. C'est-à-dire, on peut s'appuyer sur une personne de confession non juive qui, elle, a une position soit dans un restaurant, soit dans une usine, et que s'il ment, il risque sa place. D'accord? Donc c'est un connaisseur, et on dit qu'il ne va pas mentir. Ok. Alors, c'est pourquoi on essaye toujours de récolter le maximum d'informations. Mais là aussi, le mensonge est quelque chose qui est à géométrie variable. En effet, un jour, je me suis rendu dans une usine de biscottes et j'ai demandé au préalable de savoir est-ce que ils utilisaient de la graisse végétale ou de la graisse animale. Et ils m'ont écrit sur leur papier en tête comme quoi toutes les biscottes qu'ils font sous leur marque sont avec de la graisse végétale. J'aurais demandé est-ce qu'ils nettoient les machines. Il me dit oui, nous nettoyons notre usine une fois par semaine et une fois tous les 6 semaines, il y a un grand nettoyage avec une entreprise extérieure. J'ai dit bon, alors je viendrai faire mon audit juste après le grand nettoyage, comme ça je saurai qu'est-ce que je dois rajouter. Donc je suis arrivé dans l'usine et puis la première chose, quand j'ouvre le réfrigérateur, je vois des palettes de Sindou. Je leur ai dit mais vous m'avez dit graisse végétale. Il me dit non, 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 ça c'est juste pour Carrefour parce que ils tirent tellement les prix vers le bas, donc on est obligé de prendre une graisse animale qui est un peu moins chère. Mais je vous garantis, comme je vous l'ai déjà dit, sous notre marque, on prend que de la graisse végétale. Donc lui, il ne sentait pas qu'il m'a raconté des histoires. Okay. Il croyait que j'étais de la MDD et que, et que c'est pourquoi je voulais savoir la marque et pas la marque. C'était pas ça qui m'intéressait. Mais ensuite, on continue, on arrive et puis on voit que les moules sont très très sales. Je dis, mais vous m'avez parlé du nettoyage. Il m'a dit, oui, vous savez, ça c'est le culot du moule, c'est ce qui permet à une biscotte de ne pas adhérer. Et jamais, jamais on le nettoie. On les retéflonne tous les 6 mois. Et alors je lui dis, mais vous m'avez parlé du nettoyage. Oui, regardez, regardez le parterre, regardez le plafond, regardez les murs, on a tout nettoyé. Donc c'est-à-dire que moi, pour moi, le nettoyage qui, entre guillemets, n'était pas important avait été fait. Le nettoyage qui était important pour moi n'avait pas été fait. La graisse animale, si elle est de la marque ou pas de la marque, c'était pas important pour lui. Lui, il croyait que on parlait de réputation de sa marque. Et lorsque je lui ai demandé, mais où vous faites ces biscottes, il m'a dit, nous, on fait tout en continu parce qu'on travaille en 3-8. Donc, on enchaîne directement sur les produits à marque après les produits à marque distributeur. Donc, une incompréhension totale. Il est sûr d'être ultra clean. Il n'a pas menti du tout. Mais pour moi, je me sens roulé dans la farine. Je rentre dans une usine à une centaine de kilomètres de Bastia. Et je dis aussi, je ne vais pas aller en Corse si on ne me prévient pas, si on ne me donne pas la liste des ingrédients. Ils m'ont donné la liste des ingrédients, ça avait l'air tellement naturel que j'avais envie déjà d'emmener une valise pour amener des produits. Tellement naturel, on se dit, ça se trouve plus sur la métropole, ça c'est vraiment des Corses quoi, qui arrivent à faire des produits aussi naturels. Donc on arrive dans l'usine et je vois la composition du nougat et je dis, mais écoutez, il y a quand même, j'ai une intrigue, quelque chose qui m'intrigue. C'est que votre nougat, il colle pas au plastique. Et d'après la proportion de miel qu'il y a dans vos nougats, ça devrait coller. Elle me dit, oui, on a la poudre de perlimpinpin.
Je dis, qu'est-ce que c'est cette poudre? Elle me dit, écoutez, on va recevoir la fiche technique et on fait sécher notre produit durant 48 heures sur cette poudre et ainsi, et ainsi, on peut avoir un produit qui est asséché et qui n'adhère pas au plastique. Je dis, est-ce que je peux avoir la fiche technique? Bien sûr, on va obtenir dans l'usine. Avec plaisir, c'est déjà un grand honneur d'avoir parmi nous le grand rabbin et je l'en remercie. Donc, on reçoit la fiche technique et puis on se rend compte qu'en fait, cette fiche technique, c'est du talc, de l'amidon et de la poudre de lait. 3 éléments qui vont faire assécher ce nougat. Alors je dis, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Il me dit non, c'est un auxiliaire de fabrication. Ce n'est pas du tout un ingrédient. Donc je ne suis pas obligé de vous en parler. On continue, on va voir les fruits confits. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont là devant chaque poire et devant chaque clémentine avec une pince à épiler pour enlever les impuretés. Ok, très bien. Et puis, un bac après l'autre, ça descend dans le sucre et le fruit est confit. DLUO, 1 an. Je dis, mais comment est-ce que sans mettre de conservateur, vous pouvez avoir une date limite d'utilisation optimale de 12 mois? C'est quand même un peu difficile. Il me dit non, on arrive à un pH neutre en mettant de l'acide tartrique. Je dis oui, mais de l'acide tartrique, c'est problématique pour nous, puisque c'est le tartre du vin. Il dit, ah oui, mais non, mais c'est pas... D'accord, il ne faut pas vous en faire. Donc, cela veut dire que ce qui est la réalité, la vérité pour eux, et l'onit face que chakran, c'est-à-dire que c'est pas qu'il a menti, il a dit rien que la vérité, toute la vérité, mais toute la vérité selon ses yeux, selon sa manière de comprendre l'agroalimentaire. Puisque pour nous, nos écailles, nos nageoires, c'est important, nos auxiliaires sont importants, donc il va réfléchir de manière différente. Et on peut aller encore plus loin. Lorsque un enfant était au duty free, a acheté une plaque de chocolat sur laquelle il y a marqué kosher parvé. Cet enfant a consommé du chocolat, comme un enfant le fait. Il monte dans l'avion et il commence à gonfler. Et tout de suite, il est hospitalisé. Cet enfant était allergique au lactose, intolérance. Et les parents disent, mais c'est écrit parvé. C'est écrit parvé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de présence de lait. Donc, ils ont fait un procès contre le duty free. Le duty free a fait un procès contre le rabbinat. Et le rabbinat s'est retourné contre l'usine et a dit, mais je comprends pas, on a fait une production parvée. Non seulement on a fait une production parvée, mais en plus, on n'a même pas eu besoin de cachériser parce que c'est une seule usine en France qui a des conches totalement séparées entre le chocolat au lait et le chocolat noir. Donc eux, ils ont dit, on est nickel chrome. Mais en fait, selon la halakha, les kelim, c'est important. Les ustensiles, c'est très important. Selon les règles au niveau allergène, il faut qu'il y ait une cloison entre les lignes. Parce que la poudre de lait est un élément volatile et donc il peut y avoir sur un produit totalement neutre, si dans le même environnement il y a de la poudre de lait, une allergie. Pour nous, au niveau halachique, aucun problème. Pour nous, au niveau halachique, on peut avoir dans la même usine des produits sur une chaîne et sur l'autre chaîne qui sont différents. Mais par contre, pour nous, si c'est fait sur la même chaîne, on ne pourra pas déclarer parvé ce produit. Alors qu'au niveau allergène, si le chocolat a bien été poussé et donc il n'y a plus de résidus dans l'ustensile, mais uniquement ce qu'on appelle chez nous des bliotes, c'est-à-dire quelque chose qui a été pris dans l'ustensile, pour eux, il n'y a aucun problème.
Mais pour nous, il y a un problème parce que ça a été fait dans une ligne en continu. Donc ça veut dire que leur langage n'est pas toujours notre langage. Donc quand Chachamim ont parlé de pouvoir s'appuyer sur un avis, pouvoir s'appuyer sur ce que le Kfeila Armela est, ce que le goûteur va nous dire, oui, mais il faut qu'il sache ce qu'on cherche. Et c'est marqué à propos de Chalav Israël que c'est considéré uniquement Chalav Israël s'il sait qu'est-ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire que s'il sait uniquement, si il voit qu'il y a un rabbin qui est en train de surveiller, mais il ne sait pas ce que le rabbin est en train de surveiller, il a marqué qu'il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il ne sait pas que il va dire ah mais je savais pas. Donc il ne va pas enfreindre. Donc ça ne s'appelle pas du lait surveillé. Donc pour dire à combien et durant l'année et dans l'industrie, on doit être en phase et savoir exactement ce qu'il faut demander pour être sûr d'avoir un produit cachère. Alors, lorsque on a une usine comme Bonduel, on a vu les problèmes que cela peut faire. Mais lorsque on part en vacances, il faut savoir exactement les questions qu'il faut poser au boulanger. Vous savez, vous connaissez l'histoire du boucher qui a dit dans une station, de ski, il a dit je comprends pas là, il y a une communauté juive qui est venue, ils allument chez le boulanger et tout le monde va acheter chez lui. Qui viennent allumer chez moi aussi les fours et comme ça je pourrais vendre dans ma boucherie les produits. Moi j'ai pas de problème. Qui viennent le matin allumer le four. Donc ça veut dire que nous on sait, mais il faut que la personne qui est en face de nous sache exactement ce qu'on attend d'elle. Parce que si elle ne sait pas ce qu'on attend d'elle, c'est plus une fraude. C'est tout simplement de l'inconscience parce qu'elle dit, mais moi, je ne savais pas que je ne pouvais pas mettre de yaourt dans mon pain. Je ne savais pas. On ne m'a pas dit. Donc, la démarche qu'un rave doit faire lorsqu'il va dans un endroit, il doit d'abord expliquer. Il doit d'abord expliquer parce qu'il n'y a pas de secret. Il y a des fois des usines qui essayent de cacher des choses. J'avais un élève, j'étais son élève en chimie et lui, il était mon élève en Gemara. Et aujourd'hui, il est directeur dans une grande usine d'arômes. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, demain, il y a une visite du Rav. Et le directeur de l'usine, il m'a dit, écoute, ne lui dis pas ça. Il est venu le prévenir et il lui a dit, écoute, ce détail qu'on a fabriqué, ça et ça ce jour-là, quand il y a le rabbin qui vient, ne lui raconte pas. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais faire que le rabbin sache sans que personne sache que tu m'as dit l'information. Parce que tu n'as pas à perdre ta part dans ça, tu n'as pas à divulguer des secrets, mais moi, je ferai déjà en sorte que ce rave sache, et lui, il viendra de manière tout à fait tmima, de manière anodine, sans que personne puisse s'imaginer qu'il a été informé, et il va pouvoir vérifier les choses. Donc ça veut dire que il faut toujours utiliser cette chorma d'utiliser les informations qu'on a, mais de pouvoir les utiliser à bon escient. Alors, on a dit au début du shiur, il y a un principe de kol kavua que merzal merzadami, que si on doit remonter la chaîne, alors c'est 50-50. On ne peut pas dire il y a une majorité de glycérine dans le monde, mais que dans l'affaire Bonduel, cela nous a prouvé que on ne peut pas savoir. Et même si on essaye d'enquêter, c'est pas toujours aussi facile que ça. Donc, on peut certainement dire que les poskim qui considèrent que ça s'appelle col de Paris, mais Rouba Paris, que ça s'appelle du domaine qui n'est pas vérifiable et qu'on peut s'appuyer sur la majorité, sont certainement une grande nechama en tous les cas pour nous, une grande consolation. Et lorsqu'il y a ce qu'ils appellent des scandales agroalimentaires, on sait que on n'était pas dans l'erreur de suivre si on a suivi les règles de la halakha. Et c'est là, aujourd'hui, mon appel, veille de vacances,
c'est il faut jamais s'écarter de la halakha. On peut pas, comme disait Rav Grondstein, il disait on peut pas faire la Torah jusqu'au 31 juin et puis au 1er septembre on retrouve les gens, on peut tout recommencer. Il n'y a pas. Il n'y a pas de vacances pendant 2 mois de la Torah. C'est-à-dire pendant les vacances, on doit déjà réfléchir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on pourra continuer notre spiritualité, bien qu'on puisse prendre un moment, un temps pour notre famille, pour nous reposer. Mais cela ne doit pas être un, un moment qui va être le contraire de ce qu'on a fait durant toute l'année. Et c'est pourquoi il est certain que on ne peut pas toujours tout trouver selon la madriga, selon le, le degré de cache-route qu'on s'est établi durant toute l'année. Mais on doit s'efforcer à essayer de retrouver quelque chose qui est 100% cachère. On ne peut pas faire l'économie de manger à peu près cachère. Non, on doit manger totalement cachère. Maintenant, on peut s'appuyer sur ces principes de rove, de majorité. On peut s'appuyer encore sur d'autres principes concernant donc la cache-route. Alors, il y a quand même quelques recommandations que je voudrais faire concernant le pain. On peut vérifier sur tchoubot.com, j'ai écrit exactement comment est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans un lieu de villégiature, mais j'ai entendu que les fours rotatifs ont été totalement éliminés du circuit de la grande distribution et que maintenant ils ont tous à nouveau des fours sur la sole. Et donc même s'ils font des pains viennois, cela reste non contaminant puisque il y a une autocachérisation de la sole qui fait qu'ensuite, s'il y a une baguette qui a été faite dessus, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus simple. Il y a des améliorants et c'est là où on reparle de a posteriori, a priori, a posteriori. Un améliorant n'est pas considéré comme davar à mahamid, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui fait tenir le pain, c'est quelque chose qui va homogénéiser le pain, faire que le pain va tenir 24 heures ou va tenir 12 heures, selon un critère, comment on dit, élaboré, qui fait que on reste sur un produit standardisé. Il est vrai que le E472, donc le monoédiglycéride d'acide gras, peut être dans le principe d'origine animale. Il l'est pratiquement jamais. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est en vacances, c'est sûr que le produit, il est considéré comme batel. D'accord? Puisque c'est déjà dans l'améliorant et l'améliorant a été mélangé dans le pain. Et c'est sûr qu'il y a chichim, donc on peut s'appuyer là-dessus. On n'est pas obligé de vérifier tout, mais on doit vérifier qu'est-ce qu'il utilise. Est-ce qu'il utilise du levain avec les restes de pâtes qui pourraient être des pâtes à pizza dans lesquelles il y a du lait ou dans d'autres produits, sachant que le pain au lait est interdit par nos chachamim, même si on prend du lait non surveillé. Chachamim ont interdit de faire du pain ou de consommer du pain qui a du lait parce que le pain, c'est quelque chose qu'on consomme de manière neutre avec de la viande et du lait. Et c'est pourquoi, même si mon intention est de le consommer avec du lait, je ne peux pas prendre de baguette au lait. Alors, dans chaque pays, les us et coutumes sont différentes. Il y a des pays où le pain est vraiment taref, comme beaucoup d'endroits en Italie, beaucoup d'endroits en Espagne. Il y a des endroits dans l'Europe du Nord où il y a partout du lait, partout du lait, parce qu'il y avait à l'époque un surplus de lait, donc on le mettait dans le pain. Et ça, c'est assourd même si les autres ingrédients sont cachers. Et il y a vraiment qu'en France où il y a tout de même une tradition sur la baguette où on essaye de ne pas rajouter beaucoup de choses à part la farine, l'eau et le sel et la levure. Donc même s'il y a des améliorants, dans un cas de vacances, c'est sûr que on est battel. Et comme il n'y a plus de four rotatif et que maintenant donc ces fours-là sont sur la sole, donc même s'ils ont fait du pain viennois dans lequel il y avait du lait,
on peut être sommaire là-dessus et consommer le pain. Il faut faire très attention, et là je me tourne vers mesdames. Vous savez que souvent, les dames sont attirées par le régime. Les produits light, taille fine, les produits allégés. J'ai reçu une lettre de l'hôpital comme quoi ils se plaignaient que les portions de margarine qu'on donnait aux malades dans l'hôpital étaient doublement, avaient le double d'acide insaturé que la margarine servie dans les autres services. Et j'ai donné à analyser cette margarine-là, et en fait, qu'est-ce qui s'était avéré? Que l'autre était de la margarine allégée. C'est-à-dire qu'il y avait 50% d'eau. Donc, il faut juste tartiner un peu moins sur le pain. Et alors, si on prend la moitié, alors on a le même, c'est-à-dire c'était exactement la même recette, exactement le même nombre d'acides gras. Seulement, on consomme, lorsqu'on prend une margarine allégée, on consomme la moitié puisqu'il y a la moitié d'eau dedans. D'accord? Le beurre allégé, la même chose. C'est-à-dire que c'est 1 kilo de beurre, 1 litre d'eau, et on arrive avec des émulsifiants à les mélanger. Et ensuite, ces 2 kilos, vous les payez comme donc 4 kilos, mais en fait, vous n'avez que 1 kilo. D'accord? Donc ça, c'est la chorma. Mais lorsqu'il s'agit des confitures ou des yaourts, il y a quelques problèmes techniques. En effet, lorsque on enlève la matière grasse de la poudre de lait qu'on va mettre dans le yaourt, la texture n'est pas bonne. Donc, on va essayer de compléter avec de la gélatine. Parce qu'il faut quand même que la texture soit bonne. Lorsqu'on a une confiture allégée en sucre, il faut que ça soit sucré. Donc, il faut que ça soit sucré. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on arrive à concentrer un peu plus, mais alors on a un problème de texture, mais on a un goût sucré. Ou alors on va mettre de l'acésulfame, de l'aspartame, et là les gens n'aiment pas tellement parce qu'ils disent qu'il y a des risques au niveau de la sécurité alimentaire. Et qu'est-ce qui est mieux? C'est de mettre des mous de raisin, des concentrés de jus de raisin, sans ajout de sucre. Mais ainsi, on est 100% OK. Vous allez acheter votre sirop qui est de couleur rouge. Alors, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait un safek. Il dit que dans la halakha, il y a marqué que en tzvia be'ochlin. Lorsque, selon la halakha, même si donc on met deux aliments, l'un qui est colorié et l'un qui n'est pas colorié, Shabbat c'est permis de les mettre ensemble, bien que le premier va absorber la couleur de l'autre. C'est comme ça que c'est nifsak la halakha. Et sa question c'était, on lui avait rapporté qu'il y avait une usine de pétel en Israël, de sirop, où il y avait tous les goûts qui étaient l'un à côté de l'autre, et au bout de la ligne, lorsque tous ces sirops blancs, on rajoutait un colorant qui avait l'aspect de la framboise, un colorant de l'aspect mais en fait, donc ça n'avait plus rien à voir avec Entzvia Bochlin, puisque la couleur n'avait plus aucun rapport avec le produit lui-même. Et finalement, il a tranché que ça s'appelle que maintenant, même si ce colorant est artificiel ou identique naturel, ce colorant fait partie maintenant de ce pétel, de ce sirop, et qu'on pouvait le mélanger Shabbat. Mais en tout cas, beaucoup de produits aujourd'hui, ils vous disent, nous, on veut écrire sans ajout de colorant. Mais comment est-ce que c'est tellement rouge? C'est tout simplement, il y a des techniques ancestrales. Quelles sont les techniques ancestrales? C'est tout simplement, pardon? C'est une manière, tout à fait, c'est une manière, la betterave. Mais il y a encore une autre, il y a la cochnie, mais il y a encore une autre manière. C'est encore une manière beaucoup plus subtile.
C'est de dire à l'aromaticien, écoute, tu vas m'infuser dans de l'antoscane, tu vas prendre des pelures de raisin, puisque c'est elle qui donne la couleur, les tanins au vin. Tu vas infuser ton arôme dans des pelures de raisin, dans l'anthocyane, et ainsi tu vas avoir des couleurs, des pigmentations dans ton arôme. Et on va dire sans ajout de colorant. D'accord? Donc il y a des moyens, et lorsqu'il y a eu le scandale de Bonduel, ils ont dit qu'est-ce qui se passe avec les congelés? Ils ont dit c'est uniquement les congelés poêlés dans lesquels on a mis du jus. Pourquoi? Parce que quand c'est poêlé, c'est le jus de cuisson. Ça, on n'est pas obligé d'écrire. D'accord? Donc, il faut être très subtil, savoir où se trouve le sdemokshim, où se trouvent les risques, et ne pas inventer, entre guillemets, d'histoire là où il n'y en a pas, mais être vigilant là où il faut l'être. Et c'est ainsi que je voudrais conclure. Je voudrais laisser la place aux questions pour dire combien est-ce que c'est important de s'instruire avant les vacances, de se renseigner dans l'endroit où on va passer ses vacances pour essayer de continuer à vivre selon un degré spirituel qu'on a choisi. Bonsoir. Alors, il y a peut-être le modérateur qui va passer pour les questions. Oui. Ah, ouais, 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 ouais. Regardez, si vous pouvez vérifier Hinematov ou Manaim, mais si vous n'arrivez pas à vérifier, cela reste Batel, et aussi qu'on peut suivre le ROV, la majorité des E472, qui aujourd'hui sont d'origine végétale également. Sur la sole, il n'y a pas de risque de contamination croisée avec des autres produits qui sont faits. De la pâte de hier. Ouais. Alors, c'est pourquoi il faut être racham dans ces choses-là. Il faut jamais contrarier les gens. Non, il faut. Ok, mais alors d'accord. Alors regardez, il faut compatir chacun dans son métier avec les problèmes qu'ils ont. Et c'est toujours dans une bonne relation qu'on peut avoir les informations. C'est pas en venant comme si on était le KGB et qu'on veut savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre farine, qu'est-ce qui se passe. Non, non, il faut venir à une approche positive et dire, écoutez, il y a différentes sensibilités dans notre communauté. Vous savez, il y a des femmes qui sont très régimes, et donc on veut savoir au niveau truc. Il y a des gens très religieux qui veulent savoir ça. Il y a des enfants allergiques. Et comme ça, vous arrivez à voir. Mais si vous leur dites, attention, je suis le taliban, si vous faites pas ça, on va vous couper la tête, c'est sûr qu'il a peur. Il a très peur. D'accord? Pardon? Oui, oui, mais l'allergie, il faut aussi savoir ce qu'on a dit au niveau des allergies. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une connaissance de l'halakha pour savoir que c'est pas la même chose entre l'allergie. Oui. Non, mais il y avait le Rav qui avait. Regardez, on vérifie quelque chose. C'est sûr que même, puisque le principe actif, c'est la levure ou le levain, c'est pas le reste de beurre qu'il pourrait y avoir dans votre pâtisserie. D'accord? Donc, c'est sûr que c'est Batel en fin de parcours. Donc, il y a une obligation, comme on a dit, de vérification. Col de Paris, Merouba Paris reste valable. Mais si on peut, Ad Kamoshe Yadomagad, comme dit le char dans Siman euh, Tzadik Chet, il dit Kol Safek Bechisaron Yedia Mikre Safek Shotim, tout
doute qui est là parce que je ne suis pas instruit, ça s'appelle pas un doute, d'accord? Donc il faut essayer de s'instruire, essayer de savoir, mais c'est ad kama sheyadomagat, jusqu'à ce qu'on on puisse savoir le maximum. Oui, oui. Merci, Monsieur le Grand Rabbin, de me laisser rebondir sur un sujet qui, pour moi, est un sujet très important. En effet, d'après le Rambam, comme on a dit au début du shiur, Veivdaltem, il y a une obligation de voir les écailles et les nageoires. D'accord? Mais, et c'est la position de Rav Moshe Feinstein qui dit que toutes les mers sont un mélange de poissons, dans lesquels il y a des poissons cachers et des poissons non cachers. Donc jusqu'à Ivadalcha, jusqu'à ce que tu saches que ce poisson est cachère, c'est un mélange de non cachère et pas cachère, donc on peut pas de cachère et pas cachère, donc on peut pas savoir tant qu'on n'a pas vérifié. Et c'est exactement la position du OU aux États-Unis qui dit nous ne donnons aucune certification cachère sur un poisson dont on n'a pas mis un surveillant rabbinique sur le bateau qui vérifie les poissons. Alors, le saumon, ils ont fait une expérience et ils ont essayé de nourrir à la bêta-carotène d'autres poissons pour essayer de colorier leur chair. Et la conclusion, c'était même si quelqu'un à la peau blanche passe tout l'été au Sénégal, il ne revient pas noir. Donc il y a des capteurs dans la peau qui font que, et dans la chair, qui font qu'on ne peut pas devenir transformer la couleur. Et c'est pourquoi ils ne sont pas arrivés à faire du saumon avec d'autres poissons. Donc, il a été établi et reconnu par le OU comme quoi pour le saumon, on peut se fier sur la chair sans la peau. Pour les autres poissons, on ne peut pas se fier sur la chair. Ravorovitz, lorsque j'étais jeune, il disait que le lieu noir, si on voit la trace, on peut aussi se fier là-dessus. Mais en tous les cas, pardon? Il y a une trace noire comme ça dans la chair. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, euh, oui, non, mais regardez, qui vendent beaucoup de choses sans la peau, c'est leur problème. Nous, notre problème, c'est de pouvoir respecter la halakha. Donc, nous, on doit avoir un produit qui, selon la halakha, est reconnaissable. Comment il est reconnaissable? S'il y a des écailles et des nageoires. D'accord? Pardon? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas entendu que la perche est un produit qui peut être reconnu. D'accord? Donc, en tout cas, comme on a dit avant, si dans la chaîne agroalimentaire, le fait d'avoir servi chez McDonald's de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf reste un scandale agroalimentaire, lorsque on va sur un bateau faire du merlu, du cabillaud ou du colin, ce n'est pas un scandale. Ce n'est rien du tout. C'est de la chair blanche, c'est tarif baril, c'est bon à la consommation. Le fait qu'il y ait des écailles ou qu'il n'y ait pas d'écailles n'est pas un paramètre agroalimentaire reconnu par les consommateurs. Oui. Oh. Ah. Non, mais on parlait des vacances toute l'année. D'accord. Ok. Très bien. Alors, ok. Alors, vous m'avez posé la question. Dé- je me dérobe absolument pas et je vais vous expliquer exactement dans quel contexte la liste a été faite, à quoi elle correspond
et pourquoi je pense qu'elle est très bien. Attendez, laissez-moi au moins dire du début à la fin. Un des responsables EI était venu il y a quelques années vers moi et m'a dit, écoute, c'est une catastrophe. Les enfants, ils viennent avec des goûters tarefs et je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu peux pas nous aider dans ce sujet? J'ai dit, bon, je vais essayer de voir. On sait que Robert Gamzon, il a dit qu'il faut avoir le minimum commun. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit, et un de ses paramètres, c'est qu'il y ait le kasher, que ce soit kasher dans les camps. Donc il y a des gens qui venaient de familles totalement religieuses, non religieuses, laïques, etc., qui se retrouvaient dans un espace commun. Et le vœu de Robert Gamzon, c'était que le monde mange kasher sur place. Après, chacun avait ses propres convictions, mais au moins que tout le monde mange kasher sur place. Et Baruch Hashem, Bessiata Dishmaya, j'ai commencé à essayer de voir certaines informations, jusqu'à ce qu'un de mes collègues il me dit, mais ici au bureau, au Opperrabbinat von Nederland, au Grand Rabbinat des Pays-Bas, on a des dossiers sur à peu près toutes les friandises et tous les gâteaux dont il a demandé, parce que ça passe ici pour la Rabbanut Arachide de l'Israël, pour le Grand Rabbinat d'Israël. En effet, le président, il y a 35 ans, s'était mis d'accord avec le Rav Avram Shapira, qui était à l'époque Grand Rabbin d'Israël, que ils s'étaient mis d'accord sur comment dire, un certain partenariat qui pouvait profiter et au Grand Rabbinat des Pays-Bas et à la Rabbanut Arachide d'Israël, et que tous les produits qui devaient rentrer en Israël seraient vérifiés via le Grand Rabbinat des Pays-Bas. Ok, très bien. Alors, j'ai commencé à éplucher, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un Otsar Malay, qu'il y avait vraiment des comptes rendus chaque année de différents surveillants de la Rabbanout qui venaient voir ces produits-là. Je me dis, ah, ça c'est génial, ça vraiment, c'est venu Menachamaim pour que justement les EI puissent avoir ces produits cachers. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, ces produits rentraient en Israël, Be'ishur à Rabbanout Arachid l'Israël. Ok. Donc, après travail, on est arrivé à obtenir une liste assez complète de produits. Bien sûr, comme tout sujet, cela a créé une polémique. Pourquoi une polémique? Parce que premièrement, il y a dans tous ces produits, il y a de la poudre de lactosérum. Qu'est-ce que le lactosérum? Et j'ai entendu effectivement que la différence qu'il peut y avoir entre une liste sans lactosérum et une liste avec du lactosérum, c'est entre un feuillet de 10 pages et une encyclopédie de 15 volumes. D'accord? Donc c'est effectivement, dans l'agroalimentaire, on est mina katse la katse. En effet, on a parlé avant de récupération. On a parlé de l'usine d'huile d'olive à Meknes. On a parlé de l'usine de Bonduel en France. On veut récupérer. On veut essayer de faire avec les os des saucisses. D'accord? Donc, avec la peau. Donc, on essaye au niveau économique toujours de récupérer. Or, lorsque vous prenez de la poudre de lait, vous avez 1 litre de lait, vous obtenez 100 grammes de poudre. Donc, c'est-à-dire que je vais payer plus le transport, plus le travail, plus la transformation. Je vais payer certainement plus que le prix d'1 litre de lait. D'accord? Mais lorsque je fais 1 kilo de fromage, je prends 10 litres de lait et j'obtiens 1 kilo de fromage. Et il y a 9 litres qui vont à l'égout. Okay? Ces 9 litres, il y a aujourd'hui dans l'industrie, on va y extraire de la caséine, du lactosérum, du lactose, et ensuite on va utiliser l'eau pour laver l'usine. Parce qu'il n'y a plus que du H2O qui reste, on est arrivé à tout extraire. D'accord? Donc on a vraiment récupéré toute la matière.
Et la question, quel est le statut de ce lactosérum? Est-ce que c'est un sous-produit du fromage? Est-ce que c'est un sous-produit du lait sur lequel il y a la xéra de Khalavakum? Et est-ce que c'est un sous-produit de rien du tout? Est-ce que c'est Pirsha Be'alma? Est-ce que c'est déjà considéré comme un détritus? Rav Moshe Feinstein, dans son responsable, il dit c'est un détritus. D'accord? Le lactosérum est un détritus. Et c'est pourquoi il n'y a pas de xéra, ni de gvinatakum, ni de chalavakum sur le lactosérum. J'ai parlé avec ses deux fils, et avec Rav David Feinstein, et avec Rav Reuven Feinstein, parce que il y a beaucoup de détracteurs qui disent non, 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 ça il a écrit sous pression de son petit-fils, etc. Ils m'ont dit pas du tout, et ils ont écrit maintenant sur le nouveau Chelek que toutes les tchouvot qui ont été imprimées et du vivant et post-mortem de Rav Moshe Feinstein, c'était des tchouvot qui ont été écrits de sa main et qui ont été écrits dans des circonstances tout à fait globales et qu'on ne peut pas revenir là-dessus. D'accord? Donc Rav Moshe Feinstein, il permet. Qu'il y a d'autres poskim qui disent c'est comme du chalavakum ou c'est comme du gvinatakum, il y en a peut-être. D'accord? Il y a, comment dire, Rav Wosner, il dit, ça dépend de comment est-ce qu'on a emprésuré le fromage. Le Oka, ils disent, ça dépend est-ce qu'on extrait à chaud ou à froid. Donc il y a des chitotes. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de chitotes. En tout cas, Rav Moshe Feinstein, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. La Rabbanou Arachide d'Israël, elle accepte ce psak de manière totalement légale. C'est pas un psak qui vient par arrière, Inatsad. D'accord? Donc c'est pourquoi je pense qu'on peut totalement faire une liste dans laquelle on met des produits dans lesquels il y a du lactosérum. Pardon? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit parvé, j'ai dit sur lequel il n'y a pas de xéra de chalavakum et de gvinatakum. D'accord? Donc, c'est, pardon? Pirsha Be'alma. Ça, on peut faire un autre chiot là-dessus. C'est-à-dire que, en tout cas, en tous les cas, c'est licite, c'est cachère. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas priver les gens de quelque chose qui est cachère, qui est selon la halakha, dans les règles de la halakha. Rav Moshe Feinstein, c'est le père de l'orthodoxie, c'est pas quelqu'un qui est en dehors des règles, d'accord? Il est totalement dans les règles, c'est un des Gdolei Aposkim. Après, si quelqu'un il veut être mahmir, très bien, d'accord? Ok? J'ai répondu ou pas? Pardon? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tous ces produits-là ne sont pas transformés pour la production cachère ou pas. D'accord? Absolument pas. Ouais, ouais. Oui, d'après cet avis-là, il y a aussi un avis. Non, il y a un avis aussi que si c'est extrait à chaud, c'est un tam de gvinatakum. Voilà. On a sur qui s'appuyer, c'est tout. Oui, oui, oui. Alors, Rester autorisé. Est-ce que c'est toujours le cas, premièrement? Merci. Et deuxièmement, il y a des rumeurs au niveau des surgelés. les surgelés, j'ai répondu. Les surgelés, j'ai dit que ils ont reconnu que pour les surgelés poêlés, ils utilisent du jus de viande. Mais Haricots verts à Leader Price. ok. Ça- ok. Alors, concernant les conserves, effectivement, la situation est pire que ce qu'on croit, parce que moi j'ai interrogé 5 grandes firmes et 3 ont déjà reconnu qu'ils avaient fait les mêmes procédés que Bonduel, d'accord? Baruch Hashem, que ni sur la liste du consistoire, ni sur ma liste, il n'y a aucune boîte de conserve, d'accord? Donc on n'a pas été Nirchal, on n'a pas, comment on dit, donné de mauvaises informations. Mais en tout cas, pour revenir, parce qu'il y a 2 questions qui ont été posées,
pour revenir sur la sauce tomate. Lorsque vous allez au Maroc, dans une usine de concentré de tomates, vous verrez qu'au mois d'août, septembre, octobre, ils sont là en train de la récolte, en train de travailler. À mi-novembre, il y a quelqu'un qui vient avec une chaîne et elle ferme l'usine. Et jusqu'à l'année prochaine, c'est fermé. D'accord? L'usine, elle travaille pendant 4 mois. Ou alors, il y a des usines plus perfectionnées, c'est une chaîne, et l'autre chaîne, maintenant, on va faire des pommes, et ensuite, on va faire des terre-fesses, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs fabrications différentes sur différentes lignes. En France, on doit payer les salariés tous les jours, et on doit payer l'URSSAF. D'accord? Donc, on peut pas se permettre qu'il y ait la pluie et le beau temps. Est-ce qu'il va y avoir la récolte le 15 août ou pas? On prévient pas les ouvriers comme ça, allez, venez travailler. D'accord? Ça se passe pas comme ça. Donc, les usines, elles se sont demandé comment est-ce que ils pourraient résoudre ce problème. Alors, au début, ils ont, Bémet fait plusieurs autres produits, d'autres conserves, des confitures, d'autres produits. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était pas encore la solution parce qu'il y avait aussi des blancs. Des fois, les pommes étaient retardées et qu'il fallait encore attendre 15 jours. Donc, pendant 15 jours, les gens étaient payés pour rien faire. Donc, à ce moment-là, ils ont décidé, pour les tomates, c'est quelque chose qui se marie bien à la bolognaise, qui se marie bien avec le cassoulet, ça se marie très bien avec encore d'autres produits. Et c'est pourquoi ils ont décidé que pendant la récolte, ils allaient concentrer et mettre dans des fûts de 75 kilos et que durant l'année, ils allaient retransformer ces produits-là. C'est-à-dire que durant l'année, ils allaient faire des boîtes de 125 grammes, des boîtes de 250, des coulis avec des concentrés, des pâtes à la bolognaise avec de la sauce tomate, des saucisses avec de la sauce tomate, etc., etc. Donc ces usines sont devenues vraiment des usines de transformation de produits qui, pour la plupart, sont proscrits pour nous, avec de la sauce tomate. Donc, c'est plus des usines de sauce tomate, mais c'est des usines de plats cuisinés. D'accord? Donc, au Maroc, en Turquie, en Tunisie, c'est encore la situation comme autrefois. En France, ça ne l'est pas. La situation en Italie et en Espagne est bien meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils ont une telle quantité de tomates qu'il y a beaucoup, comme celle qui est connue en France, Muti, Rolli et Valfruita, qui font que de la tomate durant toute l'année. Ils se débrouillent, ils arrivent à faire aussi peut-être du ketchup et encore d'autres sous-produits, mais ils restent sur la tomate. D'accord? On a répondu sur ce produit-là, on n'a pas répondu encore sur les congelés. Pratiquement, à la halma, c'est en France, c'est sûr que c'est interdit. Au Maroc, en Tunisie, en Turquie, c'est sûr que c'est permis. Et en Italie et en Espagne, je ne pense pas qu'on est obligé d'être mahmir et d'être marzik issour. Je ne pense pas qu'il y a besoin de dire ah, c'est sûr qu'il y a de la viande. Non. Dans ces usines-là, puisque l'habitude n'est pas de faire avec de la viande, on peut prendre, à moins qu'on ait une information contraire. Oui. Alors, quelle est la question? Oui, bien sûr, je vais revenir, mais qu'est-ce qui se passe avec le Nutella? On dit que c'est cachère, que c'est pas cachère. Est-ce qu'on vendu à peut Carrefour, prendre par exemple. la différence? Il n'y a pas de différence entre celui qui est vendu dans le commerce cachère et celui qui n'est pas vendu dans le commerce cachère. D'accord? J'ai pas dit qu'il faut consommer du Nutella. Non. J'ai juste dit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de, au niveau halakha, c'est-à-dire que si on suit Rav Moshe Feinstein et qu'on prend du lactosérum, alors il y a du lactosérum dans l'un et dans l'autre. Il est au même degré. Je pense que j'ai été clair. Non, on ne parle pas de Ségolène Royal. On parle de... Non, il n'est pas parce qu'au moment où on a imprimé la liste de cette année, il y avait encore une usine qui n'avait pas été vérifiée. Et entre-temps, j'ai eu l'information du Rav de Pologne qui donne donc pour la Rabbanout dans cette usine-là. Donc, pour moi, le doute a été
a été estompé. Il y a encore deux, trois produits qui, entre-temps, ont été vérifiés que j'ai pas encore remis. Alors, pour revenir pour les surgelés, ok. Les surgelés. Alors, il y a trois catégories, d'accord? Il y a les surgelés où il y a des produits poêlés. On a dit c'est un problème, d'accord? Maintenant, il y a des surgelés. C'est maintenant moi qui parle, d'accord? Les surgelés qui ne sont pas transformés dans l'usine. Et lorsque vous achetez des framboises, lorsque vous achetez des myrtilles, lorsque vous achetez des haricots verts, ils rentrent dans l'usine, ils sont mis à moins 40 ou à moins 30 et ensuite sont triés et après sont mis en sachet. Donc l'usine n'a rien fait sur ces produits-là, d'accord? Au niveau ajout, ni d'azote, ni de quoi que ce soit, d'accord? Ni de sel, ni. Donc ces produits-là, ils sont cachers chez Leader Price, chez Aldi, chez Carrefour, d'accord? Maintenant, il y a d'autres produits qui sont blanchis, les fonds d'artichaut, les fèves, parce que lorsque vous les sortez du congélateur, s'ils n'ont pas été blanchis au préalable, ils oxydent, ils deviennent bruns. Et pour éviter qu'ils deviennent bruns, donc ils passent dans un bain d'eau bouillante avec de l'acide citrique. S'il y a une contamination croisée et qu'ils font des légumes poêlés dans cette même usine, on est nouveau devant le même problème des kélim, des ustensiles, des retours de vapeur, etc. Donc il vaut mieux s'abstenir de les prendre tant qu'on n'a pas vérifié. Maintenant, il y a 25 grandes usines de la chaîne Ardo en Belgique, Ardo, qui ont promis de donner toutes leurs marques distributeurs dans toute l'Europe et eux ne font pas de produits du tout. Non, ils font pas du tout de produits carnés. Ils font que des légumes à travers l'Europe. D'accord? Oui. Ah, Picard, encore une fois, Picard a été vérifié par le Bedin et ils ont donné des numéros dans les endroits où il n'y a pas. Dans les endroits où c'est pas ces numéros, il y a un problème, d'accord? Donc on va pas revenir chez Picard. Alors très bien, alors donc on peut pas prendre. Ouais. Mais juste pour dire que en fait moi j'ai rencontré l'année dernière déjà un des patrons de Bonduel et qui m'a dit que toute leur fabrication se passait selon les commandes en flux tendu dans différentes usines et qui ne pouvait donner aucune garantie que l'usine de Nantes, par exemple, où il n'y avait pas de problème, allait distribuer à Clermont-Ferrand les petits pois cette année. D'accord? Donc c'est tout à fait un autre circuit, donc ils ne peuvent pas assurer, et c'est pourquoi même sur les sachets, c'est pas tracé. Donc bon, après, on a posé la question de Col de Paris. Oui. D'accord. Mhm. Alors, la première question, c'était Cointreau. D'accord. Alors, le Cointreau a une surveillance rabbinique. Donc, l'affaire de Cointreau était la suivante. Monsieur Cointreau s'était vanté un jour à un programme télévisé comme quoi il y avait une injonction d'alcool vinique ou de vin dans ses produits. Et à ce moment-là, les gens se sont abstenus de Cointreau jusqu'à il y a quelques années où le KF de Londres a donné une certification rabbinique sur tous les Cointreaux. Ouais. Donc, les coins, pardon? Pas ici, mais en Israël et en Amérique, c'est écrit KF, d'accord? Donc, un, ouais, quoi? Ah, si c'est mélangé avec du cognac, c'est autre chose.
Alors, c'est pas bon. Ben, peut-être ils font autre part, ils font dans. C'est pas un. Je veux dire, le cognac n'est pas cachère, d'accord? Le cognac n'est pas. Donc, les cointreaux sont cachères. Maintenant, la bénédictine. Apparemment, il y a deux usines. Il y en a une qui est cachère et l'autre où Ravlando dit qu'il ne faut pas prendre, bien que vous savez très bien que le rabbi de Chabad en a consommé. Et donc, il y a beaucoup de Chabad qui prennent toutes les bénédictines, mais Ravlando dit cette usine non et l'autre usine oui. Donc, on peut retrouver sur le site Kosher Alcohol, il a référencé exactement quelles sont les bénédictines autorisées et les bénédictines qui ne le sont pas. Ok. Alors, le froid aide, mais n'est pas une solution. En effet, cela dépend de la sorte d'insecte, puisque le froid va certainement les tuer, mais il y a aussi certains insectes qui, au froid, ne sont plus agrippés et arrivent à tomber donc du fruit. Alors, une règle exacte, j'en ai pas. Il faut vérifier. Ce que je sais, c'est que je suis allé dans une usine de framboises congelées en Hollande qui faisait venir les framboises du Maroc. Et donc, je suis allé voir les plantations, c'était à 50 km de Ouarzazate. Et eux, ils faisaient donc une élimination naturelle, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des vers qui mangeaient les autres vers. D'accord? Donc, ils envoyaient. Pardon? D'accord, non, c'est des grands vers. Donc, c'était la manière dont ils travaillaient. Alors, l'univers des vers, c'est un univers vivant. C'est-à-dire que Zelo Pachout. J'ai entendu qu'il y a même eu aujourd'hui une marloquette entre Rav Shlomo Amar et Rav Yitzhak Yosef, les Mouchoutanim, à propos de Gush Katif, à propos des salades. D'accord? Donc ça veut dire que ce sont une évolution de produits vivants. Il y a des insecticides, il y a des pesticides. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas donner de règles générales. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a ça s'appelle Safek Mourzak Betolaim. Et donc, on peut faire des smoothies. C'est ce que les gens aujourd'hui font. Et on peut écraser et les framboises et les myrtilles et d'autres produits pour faire donc ces smoothies qui sont en vogue en ce moment. Ouais. Pardon? Ouais. Alors, les fraises fraîches d'après donc Rabbi Falk, on peut continuer à les, non, à couper la tête, et à mettre dans un liquide donc qui fait des bulles, et ensuite le rincer sous un jet et les consommer. C'est comme ça que moi je fais. Oui, côté fleurs, ouais. Oui, d'accord. Regardez, l'homme, il doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que l'homme, il doit savoir où il se place. D'accord? Et c'est pourquoi c'est très difficile souvent pour un rave
de répondre à des questions. Et souvent, lorsqu'on commence à parler, on se rend compte mais que la personne est très très loin de la pratique, d'accord? C'est-à-dire que souvent, les gens vous demandent des questions de cache-route très très pointues, puis finalement vous parlez, et puis finalement vous vous rendez compte que il est très loin de toute pratique religieuse, d'accord? Donc ça veut dire que il faut faire attention de tout de suite pousser vers la khumra et de dire et oui, il faut prendre tout de Chalav Israël, de Afiat Israël, il faut rien prendre parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on a en face, d'accord? Donc ça veut dire que quand on parle des EI ou lorsqu'on parle des gens éloignés géographiquement, c'est une réalité. Les gens éloignés spirituellement, c'est aussi une réalité. Cela veut dire que quelqu'un qui pour lui l'effort et la démarche de dire moi je vais prendre que des produits surveillés, je vais prendre que du Chalav Israël, je vais prendre que de la Fiat Israël, je vais prendre que des produits donc Mahadrin Imna Mahadrin, c'est pour lui peut-être pas encore là où il se situe. Donc il faut, comme on a dit avant, Anak Chala ben Khamra, je suis vinaigre, fils de vin. Il est impensable que les parents, ils consomment du foie gras sans aucun problème, ils consomment des œufs de caille sans aucun problème, ils consomment encore 10 000 autres produits sur lesquels il y a des marlocotes. Il y a des marlocotes, alors on peut dire, non, moi je prends aucun produit sur lequel il y a une marloquette, ou je prends sans aucun problème. C'est pas que j'ai un problème avec quelqu'un qui consomme du foie gras, mais bien entendu. C'est-à-dire que le Khatam Sofer, il a permis le foie gras, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais c'est juste qu'on ne peut pas être tellement exigeant avec nos enfants. Et pour nous, dès qu'on va dans une réception, on est très, très, très light et on se permet pas mal d'écarts. Ouais. D'accord. Regardez. L'homme, il est au centre, on a dit avant. C'est lui qui doit décider est-ce qu'il est Beshat Atrak ou pas. Vous savez que la ménagère, lorsque pendant la semaine, elle va cachériser sa viande, elle doit mettre une demi-heure dans l'eau, 1 heure dans le sel, et ensuite rincer 3 fois. D'accord? Si elle est Beshat Atrak, elle est comment on appelle ça, vendredi après-midi, sous le stress, la halakha, elle dit, ça suffit de laisser pendant 18 minutes dans le sel. D'accord? Ça suffit juste de rincer. Donc ça veut dire que on peut pas dire je ne veux voir qu'une seule tête. On va faire un cimetière militaire. Je veux voir tout le monde au même niveau. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que chacun, selon son aspiration spirituelle, selon sa situation économique, selon est-ce que maintenant un Bécha, est-ce qu'il est Bécha Tatrak ou pas, et encore plus que ça. Le Shulchan Aruch, il dit lorsque je vais cuire des pommes de terre dans une casserole de viande. Donc c'est a posteriori, ça a déjà été cuit. Mais je me trouve dans une situation a priori parce que je n'ai pas encore fait de gratin. Donc là où l'homme se trouve, c'est là l'enjeu. C'est-à-dire qu'il est a posteriori par rapport à une situation, il est a priori par rapport à une autre situation. Quand Rav Yoshua Leib Diskin, quand une jeune fille est venue et a marché 2 heures pour demander une sheila sur un œuf, il a compris le degré de pauvreté de cette fille et il a su trouver les moyens de permettre cet œuf ou alors de lui donner un autre œuf. Mais c'est-à-dire que il faut connaître les paramètres pour pouvoir dire et donner un psaque. Donc, c'est-à-dire, vous dites, il y a des gens qui ensuite ils sont lâchés, comme vous dites, d'accord? Comment on dit, c'est leur problème. C'est-à-dire que, mais c'est leur problème. C'est leur problème. C'est-à-dire que il y a quelque chose, on vous l'annonce, il y a quelque chose qui est mahadrin, il y a quelque chose qui est kasher. Donc, il a vu maintenant un restaurant alléchant où il y a marqué Rabbanout Stam.
et l'autre, il y a marqué Rabbanut Mahadrin, il allait selon sa prira chofshit, selon son libre arbitre, il allait à celle où il y a marqué Rabbanut et pas celle où il y a marqué Rabbanut Mahadrin. Alors, est-ce que la Rabbanut, elle a fait une faute? Elle n'a pas fait de faute du tout. Elle a servi ce qui est cachère, et ensuite, à Bocher Yifrar, et ensuite, la personne, elle doit choisir. Ça serait trop, on peut pas avoir des ouailles, et comme on dit, et les gaver du matin au soir. Et on peut pas, on est obligé de mettre les gens devant leurs responsabilités, de leur donner les outils pour pouvoir eux pêcher eux-mêmes, pour pouvoir eux-mêmes se retrouver et dans le limoud et dans le Kiyum HaMitzvot. Pourquoi est-ce que dans le reste de Kiyum HaMitzvot, vous posez pas cette question-là? Pourquoi est-ce que dans le reste qui est comment on appelle ça, pas sur la cache-route, pourquoi? Parce que dans la cache-route, c'est quelque chose qui se voit dans le domaine public, d'accord? Mais le reste, ça se voit pas dans le domaine public. Alors les gens, ils se disent bon, ça je vais être mekil, ça je vais pas être mekil, etc. Donc c'est un ensemble. Il n'y a jamais de digne de l'ifné hiver. Au contraire, l'otit et mirchol, au contraire, je pense de laisser les gens aveugles, c'est pire que de leur mettre une embûche. C'est-à-dire que de leur ouvrir les yeux et de les tenir par la main et de leur donner une canne, c'est encore mieux. Ok, bonne soirée. Merci d'être venus si nombreux. Pardon? D'accord. Développement récent sur la poudre de lait, comme quoi comme quoi certains poskim pensent que elle est cachère, que Avkat Khalav, il n'y a aucun problème dessus. Ok. Alors regardez, le sujet, normalement, il ne se traite pas à 10h35 du soir, mais comme j'ai déjà fait le déplacement, je vais essayer de traiter le sujet. Il y a une marloquette essentielle. Est-ce que Khalav Shechalbo Akum Ven Israël Roeo, du lait qui a été traité par une personne non juive et le Israël ne le voit pas, est-ce que c'est cachère ou pas selon la halakha? Le Shulchan Aruch tranche comme quoi c'est pas cachère, d'accord? Qu'on n'a pas le droit de consommer du lait qui n'a pas été surveillé. Et le Rama, il est encore plus mahmir, il dit qu'il faut que on voit les kelim. Et le Mechaber, il dit une chose, il dit que Yoshev Mibachutz, le surveillant, il n'est pas obligé de voir, il peut être assis à l'extérieur du moment qu'il n'y a pas un tamé bedro, qu'il n'y a pas une bête impure à l'intérieur. En tous les cas, donc il peut être assis à l'extérieur. C'est-à-dire assis, c'est-à-dire que dans la position dans laquelle il est, il peut pas voir, mais il peut se lever. Et puisqu'il peut se lever, donc il risque l'autre personne risque d'être vue, donc elle a peur d'enfreindre. Sur ça, il y a une marloquette kitsonite entre le Pri Hadash, qui était Rav à Amsterdam, et le Khatam Sofer. Le Pri Hadash, il dit, il n'y a pas de Xéra, ça n'a pas été interdit, donc si on est dans des bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Et comment on appelle ça, le Khatam Sofer, il a dit, c'est une Xéra, c'est totalement interdit. D'accord? Une seconde, je n'ai pas fini. Donc, c'est totalement interdit. Vient le Chazonish et il dit, le Pri Hadash, c'est le Ikar la halacha. Le Pri Hadash, ça c'est l'essence de la halacha, il n'y a pas eu de Xéra. Vient Rav Moshe Feinstein et il vient d'un autre côté. Il dit non, le Khatam Sofer, c'est la halacha. C'est comme ça que ça a été suivi. Mais, qui a dit que ce surveillant qui est assis, il a besoin d'être physiquement ici à l'extérieur de l'étable? Si le couple Clinton vérifie le lait, c'est la Food and Drug Administration, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui interdit le lait autre que du lait de vache, ça s'appelle une surveillance. Ça s'appelle que Yoshev mi bachutz. Il est assis à l'extérieur. Donc, selon cet avis-là, on est devant une situation où le lait
compagnies, le lait des compagnies, lui, il serait autorisé. D'accord? Maintenant, il y a une question, vous avez demandé quel est le statut de la poudre de lait. Le Chazon Ish, lui, il dit la poudre de lait, c'est du lait séché. Donc, c'est du lait. Ce que nos sages ont dit que le beurre ne fait pas partie de la xéra, c'est du beurre. Le beurre, c'est la matière grasse, baratée. Ça, c'est de la poudre, c'est du lait desséché. Donc, ça n'a rien à voir. Il a repoussé totalement la notion de distinction entre du lait, chalav nigar, du lait qui coule, et du lait en poudre. Rav Tzvi Pesach Frank, qui était Rav à Yerushalayim, et Rav Ovadia Yosef, qui était Rav à Tel Aviv à ce moment-là, les deux ont autorisé la poudre. Et ils ont dit, la poudre, ce n'est pas du lait chalav nigar, c'est pas du lait qui coule. Et c'est pourquoi la Rabbanout Harashit l'Israël autorise l'importation de produits dans lesquels il y a de la poudre de lait non surveillée, et lorsqu'il y a du lait dans le produit, et c'est pourquoi vous pouvez avoir des glaces Ben Jerry en Israël autorisées par la Rabbanout Harashit d'Israël, et vous allez avoir des glaces Häagen-Dazs sur lesquelles il y aura des lettres de la Rabbanout Harashit où ils vous disent ces glaces ont été entrées par fraude en Israël et elles sont interdites à la consommation. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que Häagen-Dazs va utiliser du lait liquide et, comment on appelle ça, Ben Jerry va utiliser de la poudre de lait. Lorsque ils ont donné donc une autorisation à la société Mars, Mars a ensuite, et en Hollande et à Agno, a fait un caramel. Mais ce caramel, ils l'ont pas fait avec du lait en poudre, ils l'ont fait avec du lait concentré. Donc la Rabbanout Harashit a dit, c'est pas bon, vous pouvez pas l'importer, vous pouvez pas importer le caramel de Mars. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une usine en Angleterre qui faisait le caramel de Mars avec de la poudre de lait. Donc sur ça, c'est un élément sur lequel ils sont très intransigeants. Ils sont aussi intransigeants sur Bishulakum, sur la cuisson, sur les champignons, bien que des champignons, on le consomme cru, mais c'est pourquoi, même à Meknes, on doit aller faire Bishul Israël sur les terfesses, sinon ils ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. D'accord? Donc on est obligé d'allumer l'autoclave et d'allumer la chaudière pour pouvoir faire des champignons et des terfesses Bishul Israël. Donc la Rabbanout Harashit a pris une position sur la poudre de lait en autorisant la poudre de lait et le Chalav Nigar en l'interdisant. Vous pouvez m'expliquer que ça veut dire des tôles de porc? Ouais. Ok. D'accord. Vous m'avez parlé de tôle ou de four? J'ai pas... Encore une fois. Vous m'avez parlé de tôle ou de four? J'ai pas... Il faut. Ouais. D'accord. Alors regardez, les bonnes pratiques d'un boulanger ne sont pas ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'ils ne font pas leur quiche au jambon sur la sole. D'accord? Ils font sur des tôles leur quiche au jambon et ils font le pain, certainement pas en même temps parce que le temps de cuisson d'une baguette, c'est pas le temps de cuisson de la quiche au jambon. Donc, et le pain, ils le font sur la sole. Donc, c'est pas sur le même moment et c'est pas en même temps. Donc, selon la halakha, de manière stricte, il n'y a aucun problème. D'accord? Bonne soirée, merci beaucoup d'être venu et j'espère encore vous revoir et merci Hachem. Batzlacha.